Bonjour à tous, nous sommes lundi 8, nous sommes depuis samedi en vrai carnaval et ça va continuer puisque ce soir vous savez qu'il y a deux parades nocturnes, l'une à Basse-Terre et l'autre à Saint-François. Demain ça va être la grande parade et mercredi on va enterrer Vaval comme on dit, Vaval Kémo. En attendant la vie continue même pendant le carnaval puisque la journée mondiale c'était la journée mondiale sans téléphone, micro-trottoir, pouvez-vous rester sans téléphone pendant 24 heures sans ce petit objet? C'est la question qui a été posée aux gens dans la rue. Sinon, la mission locale a lancé une opération pour mentorer c'est bien le terme, des mentors pour les jeunes créateurs d'entreprises. Nous verrons tout à l'heure avec Maxime Morel ce qu'il en ressort. Et puis, puisque c'est le carnaval, bien sûr, on parlera de carnaval en fin de journal avec le carnaval des enfants des abus. Mais nous avons aujourd'hui des invités qui n'ont rien à voir, pas tous en tout cas, avec le carnaval. D'abord, M. Adrien Chiquet qui est conseiller de l'ONDA, conseiller artistique de l'ONDA. Bonjour. Bonjour. On va le recevoir tout de suite. Ensuite, nous allons recevoir Martial Rancé qui a sorti cet ouvrage sur la conque, quête identitaire, ouvrage essentiel si vous voulez savoir ce qu'on peut faire avec une conque de lambi, comment c'est devenu un instrument de musique. Il a publié un ouvrage assez intéressant sur lequel nous reviendrons tout à l'heure avec notre invité. Comme d'habitude, chaque lundi, nous aurons la chronique santé. On parlera du diabète, cette maladie qui touche un Guadeloupéen sur 4 avec un spécialiste, le docteur Vela Youdon, qui sera avec nous tout à l'heure. Et en fin de journal, normalement, en fin d'édition, on devrait recevoir le groupe mythique de carnaval, Nation Nègre-Marron. Voilà un petit peu le sommet. On démarre tout de suite. Il est 12h33 avec Adrien Chiquet. Je vous l'ai dit qu'on reçoit aujourd'hui, c'est un conseiller national de l'ONDA. Il est en Guadeloupe, non pas pour le carnaval, pour un petit peu évaluer les politiques culturelles et artistiques dans le domaine du spectacle vivant. Adrien Chiquet, vous débarquez en plein carnaval, mais vous n'êtes pas venu que pour ça. Non, pas vraiment, non. Je suis venu, d'ailleurs pas tant pour évaluer les politiques culturelles que pour les comprendre, les envisager, et ramener à mes collègues basés à Paris de quoi mettre dans notre moulinette de réflexion les possibilités qu'il y a d'action ici pour les artistes hexagonaux aux Antilles et pour les artistes antillais dans l'Hexagone. Alors quand on est justement là-bas à 7000 km de la Guadeloupe ou de la Martinique, quelle est la vision on a du spectacle vivant, de la culture, du processus culturel, des politiques publiques en matière culturelle? Alors, ça dépend qui on est. Du point de vue de l'ONDA, qui est l'Office national de diffusion artistique, je le rappelle au passage, évidemment, on sait qu'il y a des acteurs culturels, on sait qu'il y a des opérateurs, on sait qu'il y a des artistes, on sait, voilà, et en même temps, on voit bien que tout cela arrive difficilement à communiquer non seulement avec l'Hexagone, mais aussi avec l'ensemble de la zone caribéenne et américaine. Donc voilà, et notre rôle à nous, ONDA, on est missionné par le ministère de la Culture pour accompagner, améliorer, susciter tout ce qu'on veut, la diffusion du spectacle vivant en France, des artistes français comme des artistes étrangers. Et donc, partant du constat qu'il y a des opérateurs et des artistes, mais que tout ça circule difficilement, notre rôle est d'envisager comment on peut faire en sorte, pour répondre à nos missions, que ça circule mieux. Vous êtes une sorte de facilitateur? Oui, dans l'absolu, on a un facilitateur d'un point de vue de l'information, de la circulation de l'information d'abord, et puis aussi parfois avec une aide financière qui peut venir faciliter les choses. Alors vous arrivez au moment où la scène nationale, l'archipel de Basse-Terre, ils sont en direction, mais enfin, ça n'est que provisoire, visiblement. C'est qu'une affaire de jours, je crois. Oui, dans les jours qui viennent, on devrait savoir qui prendra les destinées de cet outil. Est-ce qu'aujourd'hui, toujours, les scènes nationales, puisque la question a été posée quelques fois, sont soumises au label scène nationale, puisqu'on a souvent parlé de délabellisation. Est-ce qu'à l'ONDA, on parle de cette problématique? Alors, à l'ONDA, nous, on n'est pas pilote des labels, c'est pas nous qui labellisons ou délabellisons. C'est le ministère de la Culture. C'est le ministère de la Culture directement. Nous, on est quand même un organisme indépendant, financé par le ministère de la Culture, mais avec un conseil d'administration indépendant. Et nous, on observe le mouvement des labellisations. C'est vrai que c'est pas non plus la panacée. Enfin, c'est un label qui arrive, avec lequel arrivent des financements, c'est évident. C'est pas pour rien que ce sont les structures souvent les plus importantes en termes de budget, mais c'est aussi un label qui arrive avec des missions, qui sont aussi
qui pose aussi des problèmes parfois sur certains territoires et pas seulement sur celui-ci, qui est d'accompagnement des artistes locaux, d'accueil de créations étrangères, d'animation du maillage culturel d'un territoire. Enfin voilà, tout ça, une scène nationale a à le porter ici comme ailleurs. Donc voilà, c'est pas seulement des financements, c'est aussi des missions. Et parfois, il arrive que les tutelles, et c'est aussi le rassemblement de plusieurs tutelles autour d'un même projet, ce qui fait que parfois, les tutelles ne s'entendant pas, on parle de délabellisation. Je ne sais pas si c'était le cas ici, mais en tout cas... La question a été posée quelques fois, parce que certains artistes qui passent dans les scènes nationales, quand la scène nationale est labellisée, peuvent se produire en France. Et quand la scène n'est pas labellisée, effectivement, la question se pose, puisque c'est une sorte de rapport de confiance, c'est ça, la labellisation. Oui, c'est un rapport de confiance, c'est aussi de qualité aussi, de qualité du produit. Puis vraiment une opération d'aménagement du territoire, c'est-à-dire à un moment, on estime que sur un territoire, une scène nationale, ça veut dire que plusieurs collectivités et l'État se mettent ensemble pour estimer qu'il y a un établissement va être doté des moyens nécessaires à l'action en spectacle vivant sur ce territoire, avec toute l'action, les résidences, la création, la diffusion, enfin, etc. Donc, et après, évidemment, à l'intérieur qui n'est même pas un réseau au sens propre, mais de l'association des scènes nationales, par exemple, il y a des formes de cooptation. C'est vrai que les directeurs et les directrices se parlent entre eux, mais pas exclusivement entre scènes nationales. Là-dedans, il y a aussi des scènes conventionnées, des gros théâtres de ville qui ont des budgets similaires et qui finalement participent aussi à la circulation de tout ça. Mais finalement, c'est pas tant il n'y a pas de réseau sous-jacent, souterrain qu'il s'agirait de percer. C'est des cooptations assez ordinaires finalement de personnes en charge de projets artistiques qui se parlent entre eux des artistes qu'ils ont accueillis, qu'ils ont produits, qu'ils ont accompagnés, et donc par cooptation de proche en proche, ça circule. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on fonctionne à Londa finalement. Alors, je vous ai parlé de la scène nationale, mais depuis, il y a un nouvel outil qui est paru ici depuis l'année dernière, c'est le mémorial. J'imagine que vous l'avez visité. Alors, j'ai visité l'exposition, j'ai rencontré Jacques Martial et Cynthia Fibel, qui est en charge du spectacle vivant, lors d'un rendez-vous. Je n'ai pas vu la salle, j'espère arriver à la voir avant de repartir. Mais comment alors le mémorial s'intègre dans la dimension spectacle vivant sur ce territoire en Guadeloupe? Clairement, il y a une volonté de la part de la direction du Mémorial Act d'en accueillir. Donc ça, c'est une chose. Ils ont un équipement qui le permet, dans des conditions qui sont celles d'un équipement dans un musée. C'est pas forcément une salle de spectacle de grande jauge, avec tout l'équipement technique, mais en tout cas, ça le permet. Donc, à nous, maintenant, à Londa, en tout cas, de prendre en considération l'existence de ce nouvel équipement et de dire, de faire en sorte qu'il soit dans les circuits de diffusion, de l'inscrire dans les réseaux, puisque nous, notre enjeu, c'est que lorsqu'un spectacle fait de la distance pour venir jusqu'ici, qu'il vienne de l'Hexagone ou qu'il vienne d'Amérique latine, d'Amérique du Nord ou même du Japon, pourquoi pas, c'est de dire qu'il ne se déplace pas pour faire une date à Fort-de-France, à Pointe-à-Pitre ou à Basse-Terre ou je sais pas, mais par contre, il se déplace pour faire toutes ces dates et d'encourager les professionnels à coordonner leurs efforts pour que lorsqu'une équipe artistique déplace son spectacle dans les Antilles, ce soit non pas pour une seule date, pour un seul public, mais pour le maximum de diffusion possible. Alors, l'autre outil existant ici, je ne sais pas si vous avez rencontré le maire de Pointe-à-Pitre, c'est le Centre des Arts. Vous avez entendu parler, il est en reconstruction, il sera ouvert dans les années qui viennent. On parle de 2017, début 2017. C'était aussi le lieu de l'expression culturelle de l'art, du spectacle vivant. Vous avez eu des échos quand même de ce... Ah oui, on a parlé, j'ai rencontré des gens qui sont concernés de près ou de loin par ce projet culturel-là. Il se trouve qu'actuellement, c'est quand même un chantier. Oui, c'est un vaste chantier. Oui. Et que les travaux ont déjà pas mal duré, que donc on ne va pas faire trop de plans sur la comète. Voilà. Mais c'est évident que c'est un équipement d'envergure en termes d'infrastructure et qu'une fois qu'il sera réouvert et qu'il sera animé d'un projet culturel, on y sera attentif parce que c'est un relais intéressant et je pense que bon nombre de spectacles pourraient être présentés ici et à Basse-Terre et à Pointe-à-Pitre dans un cas comme ça. En fait, le réseau, c'était ça, c'était scène nationale et Centre des Arts, ça fonctionnait un petit peu en parallèle. Donc en fait, vous seriez partenaire. Alors, l'autre question, c'est de savoir quelle est aujourd'hui la situation du spectacle vivant en Guadeloupe d'abord, avant de parler des Guadeloupéens ou des gens de la diaspora qui vivent là-bas. Pour ma part, en tout cas, je n'aurais pas la prétention d'avoir été exhaustif. À Londa, je suis conseiller pour la musique essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement. Et c'est pas pour rien que c'est moi qui suis venu ici. C'est qu'on
on avait un intérêt particulier à la musique. On s'est dit que c'était quelque chose qui était peut-être plus facile à faire circuler que les autres disciplines. Voilà, fallait bien faire un choix de qui ferait ce déplacement. Donc j'ai rencontré aussi selon cet axe-là, mais même pas exclusivement. Et donc j'ai rencontré des gens fort intéressants. Enfin voilà, j'ai pas, hélas, pas pu voir toujours les spectacles. Oui. Voilà, donc on a avec pas mal, bon nombre d'entre eux, de ceux que j'ai rencontrés, on a parlé des captations, qu'on va s'échanger. Enfin, ils vont m'envoyer des captations de leurs spectacles lorsqu'ils en ont, des dossiers, etc. On étudie ça. Les sujets sont intéressants. Je pense qu'ils ont beaucoup à dire aux Français de l'Hexagone, à Paris. Je pense qu'il y a des thématiques qui ont tout lieu d'être abordées sur les scènes hexagonales, parce que c'est des thématiques très contemporaines, hein, le déracinement, la créolisation, l'histoire de l'esclavage. Enfin voilà, c'est quand même des thèmes qui continuent de traverser les préoccupations des artistes guadeloupéens, mais j'ai finalement les mêmes problématiques qui étaient à l'œuvre dans la semaine que j'ai passée en Martinique auparavant. Donc, on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, donc je trouve ça très vivace maintenant. Il va falloir que je voie les spectacles, que je vois, parce qu'on sait toujours comment les choses sont. On sait tous se présenter sous notre meilleur jour. Ça, c'est clair. Et voilà, ensuite, l'épreuve du plateau, l'épreuve de l'enregistrement ou du spectacle en réel est quand même importante. Vous avez eu des contacts avec le Centre Reprise qui organise le festival de Gouka? Pas encore, c'est prévu pour jeudi matin avant mon départ, d'aller les voir et d'aller visiter. Là on n'a pas pu avec les jours gras et tout ça, c'était un peu compliqué d'organiser les rendez-vous. Ça c'est clair. Mais jeudi matin en principe, juste avant de reprendre l'avion, j'irai visiter le Centre Reprise. Qui est un acteur, un des acteurs majeurs en ce qui concerne la diffusion du Gouka. D'autant, j'imagine que vous savez que le Gouka est devenu entré à l'UNESCO, enfin patrimoine immatériel, voilà. Oui, au patrimoine immatériel, et donc ça c'est un événement. Alors l'autre aspect, c'est alors il y a les musiques traditionnelles, et qu'est-ce que vous dites des musiques qu'on dit ici modernes? Enfin, je veux dire, je parle pas seulement du zouk, mais je parle aussi de la dancehall, du hip-hop, enfin des musiques urbaines des jeunes. Quelle appréciation que vous avez, ou avez-vous rencontré, ou cherchez-vous à rencontrer les acteurs de ce mouvement? Alors non, et pour une simple raison, c'est que c'est hors du périmètre d'action de l'Onda. Alors, expliquez-nous ça. On peut le regretter, ça serait un long débat, on peut le regretter ou pas d'ailleurs, mais historiquement et encore aujourd'hui, les musiques que moi j'essaie d'appeler comme ça, les musiques amplifiées, sont exclues du champ d'intervention de l'Onda. Oui. Donc, du coup. C'est un choix du ministère ou de l'Onda? C'est une assez longue histoire. Aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est des pratiques musicales qui sont souvent très proches des industries culturelles, donc de milieux marchands, etc., qui sont des milieux, il n'y a pas vraiment de tabou, mais on n'est pas vraiment pas habitué à l'Onda à travailler avec le secteur marchand. C'est pas l'habitude dans les autres disciplines, en théâtre, en danse, en cirque, en marionnette, enfin voilà. Et en musique, les musiques dont on s'occupe sont des musiques qui sont assez à l'écart de ça. Ça va être la musique contemporaine, le jazz contemporain, les musiques expérimentales, tout ce genre de choses. Donc on arrive sur des zones mais là, vous êtes vraiment proches. Sur borderline, parce que vous savez que le Gouka, la musique Gouka aujourd'hui rejoint quelquefois le jazz. Enfin, quand on dit rejoint, il y a des accents qui sont parce qu'il y a des musiciens guadeloupéens qui ont travaillé avec des gens comme David Murray, par exemple. Je suis allé voir Christian Laviso l'autre soir en concert, oui, bien sûr. En concert, oui, au club, avec grand plaisir. Bon, alors ça c'est le premier aspect, mais il y a aussi des musiciens de Gouka qui font dans les musiques urbaines. Alors comment vous allez faire le distinguo C'est toujours pareil, c'est de l'intérêt d'avoir des conseillers plutôt que des machines pour arbitrer les choses, c'est qu'on essaie de frayer un chemin dans les limites, là où ça tient aussi ensuite aux opportunités qu'il peut y avoir chez les diffuseurs avec lesquels on travaille. Si demain, je sais que par exemple on m'a parlé en Martinique d'un slammer, le slam c'est pareil, c'est un petit peu borderline, et donc je me dis bon, allez, après tout c'est pas notre périmètre, mais peut-être que si demain un programmateur hexagonal me dit j'ai entendu ce slammer martiniquais, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu nous aiderais à le faire venir, j'y réfléchirai, je dis pas oui, je dis pas non, voilà, donc on sait que les limites sont, il faut savoir être souple avec les règles. Oui, c'est clair. Alors ça vous êtes conseiller artistique de l'Onda, question musique, mais les autres disciplines du spectacle vivant, ici vous en parlerez pas, théâtre, danse? J'ai rencontré des gens, des gens un peu pour ramener aussi de la matière à penser à mes collègues qui s'occupent de danse, de théâtre, et voilà, mais c'était pas
priorité, au sens vraiment, au sens propre de la priorité. C'est-à-dire j'ai d'abord essayé de rencontrer des gens de la musique, j'ai d'abord essayé d'aller écouter des musiciens en live là où je pouvais. Comment vous avez trouvé la viso? Enfin, ce que vous avez entendu. Superbe, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce concert. Je connaissais Christian Laviso avec David Murray. Avec David Murray, oui. Voilà, puis j'avais suivi un petit peu, j'ai Sonny Troupé à Paris. Enfin voilà, il y a des musiciens quand même qui vivent à Paris, qu'il est plus facile pour nous de voir en live. Mais j'ai vraiment trouvé ça super. J'ai trouvé c'est un quintet, oui. Quintet de Caco, ça s'appelle. Voilà. Et j'ai trouvé vraiment formidable. J'ai passé une excellente soirée. La musique était super. Alors ce genre de spectacle, entre guillemets, puisque Christian Laviso, qui était notre invité la semaine dernière, disait la difficulté qu'il a à exporter ce genre de musique sur des scènes parisiennes ou autres, ou françaises d'une manière générale. Autrefois, il y avait musique métisse d'Angoulême, je ne sais pas ce qui est advenu de ce festival. Comment faire pour, justement, ça c'est l'autre aspect de votre mission, pour exporter nos musiques à l'extérieur? Alors ça va être toute la question après. Ça va être d'une part en parlant. C'est-à-dire, mine de rien, on a, nous, à Londa, en interlocuteur, beaucoup de structures, enfin de diffusion, soit des scènes pluridisciplinaires qui diffusent du jazz en particulier, aussi, mais c'est des festivals de jazz, des clubs de jazz et tout ça. Et donc, mon rôle, ça va être de leur dire, mais peut-être que vous vous trompez, peut-être que vous avez des a priori sur ce qu'est le jazz qui se pratique aux Antilles. Regardez ça, par exemple, regardez d'autres, éventuellement, enfin voilà. Mais par exemple, regardez ce quintet de Christian Laviso. Enfin voilà, ça peut être programmé aujourd'hui dans un festival, et à mon avis, pas seulement dans les festivals très grand public. Je pense que les festivals qui font de la musique plus exigeante, plus pointue, ont tout intérêt à écouter ce groupe-là. Ils ont tout intérêt à écouter Christian Laviso tout court. Mais ce groupe-là en particulier, il y a des jeunes musiciens qui ont fait une partie de leur carrière à Paris, qui ne sont pas des inconnus des scènes parisiennes. Voilà, donc c'est pas... Voilà, puis je trouve ça formidable qu'un musicien un peu plus confirmé comme Christian Laviso s'entoure de jeunes générations, dont son fils, qui est un formidable batteur. Enfin voilà, tout ça est... Voilà, mais c'est qu'un exemple. Après, j'ai rencontré des gens du Gros Cas. Cet après-midi, je vais rencontrer les gens de Vukum et tout ça. On va regarder. Quand même Vukum. Alors, est-ce que Vukum dans votre catégorie Je sais pas, je vais les voir cet après-midi. Vous allez les voir? Vous en aviez entendu parler quand même, j'imagine, oui. Alors non, j'avais entendu parler d'Akio. Akio, oui. Mais Vukum, on m'en a parlé une fois ici seulement. Et voilà. Donc, mais si vous voulez, c'est quelque chose entre l'intérêt artistique. Est-ce que la question qui viendra, c'est évidemment, est-ce que c'est exportable? Est-ce qu'on peut amener ça? Encore, moi, j'ai fait plein d'expériences en France, animé des ateliers jusqu'au Brésil même. Je pense qu'ils ont cette expérience, mais enfin, je ne sais pas comment ça va être apprécié à Londa. Alors, à Londa, c'est apprécié, ça fait pas de doute par moi. mais voilà, maintenant, charge à moi d'essayer de convaincre ou pas, enfin de comprendre. Si vous voulez, il y a aussi... Ensuite, à comprendre un contexte culturel qui est important. Enfin, je veux dire, on peut pas... je discutais ce matin avec quelqu'un d'autre on disait, bah oui, je lui disais, mais est-ce que, par exemple, ce que j'ai vu à Quillo l'autre matin dans la piétonne, je sais pas comment vous appelez ça, une ronde, c'est ça? Enfin, il y a des danseurs et des percussions, voilà. C'est pas les roses, hein, c'est pas vraiment les roses. Je sais, oui. C'est ce qu'on appelle un coup de tambour. Voilà. Et la question vraiment se pose, comment est-ce qu'on... Moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire à vivre, à partager, et en même temps, comment exporter une affaire pareille quand ça tient tellement à des gens qui sont présents, à des hommes et des femmes qui se mettent à danser spontanément, à tous ces codes, enfin voilà. Alors après, à chaque fois que je dis ça, on me rappelle... devant le centre, devant Bobo. Mais à chaque fois que je dis ça, les gens me rappellent, les gens d'ici me rappellent qu'il y a plus de Guadeloupéens dans l'Hexagone qu'ici, et que au minimum, les Guadeloupéens de là-bas seraient intéressés de pouvoir voir ça, et ce qui est une réalité. Absolument. Donc, et certainement plein d'autres gens aussi, d'ailleurs. Il y a quelque chose à faire. Alors justement, j'imagine que vous partez avec des dossiers lourds de propositions au moins. Dans le maximum, j'essaie de demander aux gens de me les envoyer par en PDF après, parce qu'il faut qu'il me reste de la place pour ramener du rhum. D'accord. Alors, vu de l'autre côté, alors les musiciens antillais, antillo-guyanais ou antillais ou guadeloupéens tout court qui sont là-bas et qui veulent s'exporter ici, quel peut être le rôle de Londa? Comment vous agissez?
Alors, j'ai pas bien compris. Pour la circulation intra-Caraïbes, vous voulez dire? Non, entre la France et les Antilles. Parce qu'il y a beaucoup de musiciens que nous ne connaissons même pas encore ici et qui vivent là-bas. On connaît ceux qui font le va-et-vient comme Sonny Troupé, enfin bon, entre autres, mais il y en a là-bas qu'on ne connaît pas. Oui, et puis il y a tous ceux qui ne sont pas d'ascendance guadeloupéenne aussi. Aussi. Et alors ça, il y a plusieurs questions là-dedans. Il y a une question de s'informer mutuellement. Donc ça, c'est une première question. J'ai rencontré les directions de plusieurs lieux en Martinique, enfin les quelques lieux qu'il y avait. Là, ici, j'ai rencontré les gens qui sont en fonction. Puis je pense qu'on verra... À la DRAC, j'imagine, oui. À la DRAC, mais j'ai rencontré les gens du centre Sonis, des gens à Pointe-à-Pitre. Cap Excellence, voilà, enfin tout ça, bon, c'est des gens susceptibles d'eux. Après, la question qui se pose pour nous, et qui est quand même un petit peu problématique, il faut bien le dire, on est un organisme public, c'est les conditions dans lesquelles les artistes sont accueillis. Les conditions de professionnels, de salariat, d'accueil, potentiellement même de sécurité. Je veux dire, c'est difficile. Voilà. Alors là, quand on voit comment se diffusent les musiques ici et en Martinique, assez souvent, c'est dans des lieux qui ne sont pas forcément des lieux prévus pour ça. C'est des bars, c'est des cafés, c'est des choses comme ça, qui ne sont pas toujours dans les règles de la légalité pour l'accueil de spectacles. Donc ça, pour nous, c'est un peu problématique. Mais au minimum, on peut se dire qu'un orchestre... qui viendrait de France, par exemple, pour venir ici et qui ferait les tournées Martinique, Guadeloupe, Guyane, ou même potentiellement, on pourrait dire Martinique, Guadeloupe, Haïti, je ne sais pas quoi, Sainte-Lucie, enfin. Voilà, en tout cas, ça nous intéresse parce qu'il y a l'enjeu de l'axe Paris, Pointe-à-Pitre, Paris, Fort-de-France, et tous les interlocuteurs que j'ai eus ici sont d'accord avec cette question, c'est de dire qu'il y a aussi très important d'inscrire les scènes et les artistes, les scènes culturelles et les scènes artistiques d'ici, de les connecter avec toute la zone caribéenne et les Amériques. C'est un petit peu la mission aussi de l'ONDA. Vous pouvez avoir des contacts intercaribéens. Alors on peut, c'est pas la mission principale, ça c'est plutôt la mission de l'Institut français, c'est plutôt l'Institut français qui est chargé de l'export des artistes français à l'étranger, mais on peut très bien, et on le fait déjà sur certaines opérations, coordonner nos efforts et dire que nous, pour la partie qui relèverait de notre intervention à nous, la circulation en France, c'est-à-dire Martinique, Guyane, Guadeloupe, on interviendrait, mais en même temps qu'on interviendrait aussi, enfin qu'on mettrait l'Institut français dans la boucle pour, voilà, tout ça c'est ce que j'ai à ramener là et qu'on va mettre au travail maintenant, une fois ce voyage-là fait, et essayer de maintenir tendue la relation. C'est votre première mission aux Antilles? La mienne, oui. L'ONDA a connu beaucoup de changements, dont la direction depuis 3 ans. Donc ça a été et on n'avait pas eu de contact avec les Antilles, on n'était pas venu depuis 4 ans environ. Donc il y avait pas mal de choses à reprendre. Voilà, puis les directions... les choix à la direction de l'ONDA changent, et en tout cas, voilà, il y a clairement là une volonté d'essayer de reprendre un dialogue plus soutenu et voilà, plus... Ça signifie que vous aurez à revenir. Moi ou quelqu'un d'autre, je ne suis pas sûr que mes collègues accepteront que ce soit moi qui fasse toujours les voyages aux Antilles. Écoutez, c'est une mission, si vous êtes venu travailler quand même. Je suis venu travailler, mais enfin, il y a des conditions de travail plus désagréables que celles-ci. Vu de là-bas, c'est vrai. Vu de là-bas en particulier, oui. Alors, deux petites questions quand même sur la Martinique que vous avez aussi explorées. Des différences avec la Guadeloupe sous ce dossier particulier du spectacle vivant? Oui, beaucoup, je trouve. Enfin, la première qui saute aux yeux, c'est le centralisme, quelque part, qu'il y a à la Martinique. Il y a Fort-de-France, quoi. Fort-de-France, le PCC qui a rassemblé la scène nationale et le théâtre départemental. Voilà, il y a guère que le centre culturel de rencontre à Font-Saint-Jacques, qui est une structure alternative, entre guillemets. Enfin, voilà. Donc, c'est pas que c'est inintéressant. Puis le projet d'Hassan Kouyaté à la tête de la scène nationale est fort stimulant. Enfin, il y a une très forte poussée de sa part pour que les artistes... il y a le Festival de Fort-de-France aussi. Oui, voilà. Enfin, mais bon, tout ça reste très centralisé, très faut y aller, on va dire. Voilà, ce qui tombe bien puisque les loueurs de voitures étaient tous en pénurie, donc j'ai pu rester essentiellement à Fort-de-France. Oui, pas besoin de faire 60 km pour rencontrer un responsable comme en Guadeloupe. Alors, mais il n'empêche que c'est aussi un peu un problème quand même. Alors, et d'ailleurs, la scène nationale en est consciente et décentralise beaucoup de spectacles, quoi. Il y a une grosse opération qui s'appelle Territoire en culture, qui est vraiment quelque chose qui va jouer dans tout un tas de petites communes de Martinique. Voilà, donc ça c'est important. C'est assez différent ici où je trouve pour l'instant qu'il y a quand même plusieurs chœurs, plusieurs centres qui animent la vie de l'île, enfin des îles. Et je ne vous ai même pas parlé de Terre de Blues, vous en avez entendu parler? Alors non, vous voyez, j'étais passé à côté de Terre de Blues. Alors Terre de Blues, c'est le festival marégalantais.
D'accord. Ah oui, si, on m'en a parlé en fait. Oui, c'est un gros festival qui se fait annuellement. Il faudra inviter vos collègues de musique, etc. à y venir parce que c'est vraiment un gros rendez-vous artistique et culturel et musical, très musical, et où il y a effectivement des artistes caribéens qui font le déplacement, et pas que, partie guadeloupéen, martiniquais, mais aussi de la Caraïbe. Et c'est un festival qui commence, qui a sa 10e ou 12e édition et qui commence à concurrencer un petit peu ce qui se fait à l'extérieur, c'est-à-dire Sainte-Lucie ou la Dominique. Et dommage que vous n'ayez pas le temps de les voir, mais je pense que... Ça va être un peu compliqué. Là, je commence à voir l'emploi du temps commence à être bien compacté maintenant. J'ai bien l'impression que ça va être loin. En tout cas, vous revenez, que vous êtes arrivé en plein carnaval, donc je ne peux pas ne pas vous poser la question. Quelle est la vision que vous avez eue de ce carnaval que vous découvrez comme ça dans les rues de Pointe-à-Pitre? Moi, je trouve ça vraiment épatant. Ouais. Je trouve, voilà, j'ai passé... je sais pas, presque 6 heures hier. Dans les rues de Pointe-à-Pitre? Oui, enfin, dans une rue de Pointe-à-Pitre, tout seul, parce que je connais personne, donc j'avais pas beaucoup de gens pour m'accompagner. Donc pour que je supporte de rester debout tout seul dans une rue de Pointe-à-Pitre, c'est quand même sous la chaleur, c'est quand même qu'il y avait quelque chose d'un peu fascinant dans toute cette affaire. Ouais. Et en particulier, bien sûr, j'ai une fascination pour les déboulés des groupes à peau, qui est quand même, c'est quand même quelque chose de. Alors c'est du spectacle vivant ou pas, finalement, le carnaval? Dans la nomenclature de l'Onda, sûrement pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans la nomenclature de l'Onda, peut-être pas, mais pour les milliers de gens qui étaient sur les bords des rues à regarder les groupes passer, c'est évident que c'est du spectacle et que c'est vivant, donc c'est du spectacle vivant. Après, dans une nomenclature ministérielle, peut-être pas, mais c'est l'évidence même ici. Enfin, en tout cas, je n'ai pas l'impression que les Guadeloupéens me contrediraient, que le festival structure une grosse partie de la vie culturelle et de la pratique culturelle des gens. Parce que les groupes à peau ne font pas que du carnaval. C'est ça. Oui, ce sont ils s'appellent eux-mêmes mouvements culturels. C'est ça. Et donc tout ça, et de voir comment Akio, Vukum ou d'autres sont des institutions structurantes pour la vie culturelle, pour la vie de la jeunesse, pour la vie artistique et culturelle, la pratique artistique. Et c'est quelque chose qui est en commun avec la Martinique et que j'ai trouvé passionnant, moi, c'est de voir à quel point les disciplines artistiques sont, pour les Antillais, en tout cas pour une bonne part d'entre eux, avant tout des pratiques plutôt que des objets de consommation. C'est-à-dire on fait de la musique, on fait de la danse, on chante, plus qu'on cherche à en voir. C'est pas encore une industrie culturelle, voilà, c'est ça. C'est ça, voilà, il y a quand même... quelques petites choses, oui. Les grosses parades du carnaval, c'est pas non plus l'amateurisme total. Ça tombe pas du ciel, c'est évident. Mais enfin, voilà. C'est pas encore structuré, je veux dire, commercialement, et les musiciens qui sont là, pour la plupart sont des bénévoles. Les gens qui sont dans les groupes... Mais dans un pays où les pratiques dites amateurs font souvent peine à voir, je trouve que l'exemple de nos outre-mer est quand même assez éloquent de voir à quel point la question se pose pas. Tout le monde fait un peu de musique, tout le monde danse un peu, ou beaucoup, et voilà, avec beaucoup de talent. Juste une question pour qu'on comprenne bien. Le carnaval de Nice, par exemple, il est considéré comme spectacle vivant? Ah non, pas du tout. En tout cas, on ne s'en est jamais occupé. Peut-être que je porterai, en revenant d'ici, un autre regard sur les carnavals de France et de Navarre. Une fois que vous avez vu celui-là. En tout cas, M. Siquet, je vous remercie d'être venu spontanément et d'avoir répondu votre invitation. À notre appel. Je rappelle à ceux qui prendraient l'émission en cours que Adrien Siquet est responsable, conseiller culturel de l'ONDA, l'Office national en France de la diffusion de spectacles vivants, enfin je paraphrase un petit peu le SIG, et qu'il est venu en tant que conseiller artistique et il a raconté ce qu'il a vu. Si vous avez raté le début de l'émission, de toute façon, vous pourrez revoir sur le replay www.zcl.tv. Voilà, il va être 13h, on prend une page de pub et on se retrouve tout à l'heure pour développer le journal, puisque ce n'est pas fini, puisque nous allons recevoir tout à l'heure Martial Rancé, je vous l'ai dit, pour présenter son ouvrage La conquête identitaire, que je vous conseille de lire d'ailleurs. Oui, je découvre. Ça vous apprendra beaucoup de choses. Puis, Dr Velayoudon, c'est fils qui est déjà là pour les questions de santé. Cette fois-ci, on va parler de diabète et des grossesses, et probablement le groupe Nègre Marron qui devrait nous rejoindre tout à l'heure. Voilà, la page de pub, et puis on revient.
Voilà, il est 13h03 tout de suite. On démarre avec le journal. Vous avez noté que Jessie n'est pas là, elle est prise au carnaval et ça, il fallait s'y attendre. Mais enfin, on lui envoie quand même une force, Jessie. Profite bien, on se retrouve jeudi. Alors, journée mondiale sans téléphone. Est-ce que vous pouvez vous passer du téléphone? C'est la question qui a été posée dans la rue aux Guadeloupéens, parce que vous savez que depuis quelque temps, on essaie, entre guillemets, de déconnecter les gens de ce petit outil qui fait du bien, mais aussi qui fait quelquefois du mal. Et donc, la question est posée de savoir, est-ce que vous pouvez passer 24 heures sans téléphone? Micro-trottoir, c'est tout de suite avec Maxime Morel. 24 heures sans le téléphone, oui, je peux passer 24 heures sans le téléphone, oui. Non, pas pour moi. Comme je suis sportif, donc. Eh ben, nous, on utilise rarement notre portable. Et comme on est plus souvent au sport ou à l'école, donc c'est rare qu'on utilise le portable. Non, le téléphone, ce sont mes enfants, donc même pas mon mari, mes enfants. Et en métropole, ici, je travaille, il y a l'école qui appelle de temps en temps, et puis voilà. Non, pas du tout. Oui, c'est possible. Vous n'êtes pas dépendant du téléphone? Non, pas du tout. La vie, j'ai réfléchi et il n'est vraiment pas indispensable. 24 heures, non. Vous êtes dépendant du téléphone, de votre smartphone? Non, pas trop. Quand je fais une activité, non, mais quand j'ai rien à faire, je suis souvent dessus. Non, parce que c'est très important. Et il faut répondre aux messages aussi. Très important, pourquoi? Eh bien, tu peux jouer, tu peux envoyer des messages, tu peux répondre à tes amis, tu peux parler à tout le monde par téléphone. Donc on ne peut pas rester vivre 24 heures sans téléphone. Non, je pense pas. Pourquoi? Parce que c'est toujours utile. On ne sait jamais ce qui peut arriver en chemin. Pour beaucoup de choses, c'est utile pour le travail. Si on a une copine, pour les amis, pour tout genre de choses, quoi. Un peu, pas beaucoup. Enfin, tous les jeunes sont un peu dépendants de leur téléphone. Non, jamais, parce que c'est vraiment quelque chose que j'utilise souvent. Je me réveille, je suis dessus, l'après-midi, je suis dessus, le soir, je suis dessus, je dors avec je peux pas. Tu es accro, hein? Accro, il y a mes applications, mes jeux, il y a tout ce qu'il y a dedans, donc je peux pas être sans mon portable, c'est pas possible. Même quand je serai en portable pour acheter un truc. Attends, c'est 24 heures? 24 heures sans le téléphone? Je peux pas. Moi non plus. Je fais une carte de... Oui, voilà, donc 24 heures sans téléphone. Je vais essayer, je vous dirai jeudi si je suis parvenu. Sinon, on parle de la mission locale et du mentorage, puisque effectivement, beaucoup de jeunes créateurs d'emplois ont besoin de mentors. Et c'est un petit peu ce qu'a décidé la mission locale qui a organisé donc un partenariat en créant cette structure de mentors entre le créateur d'emplois et aussi les gens de la mission locale. C'est un reportage aussi de Maxime Morel, qui était de service ce week-end. On regarde tout de suite le sujet. Ce dispositif parrainage, comme le dispositif mentorat, c'est un dispositif pour que nous puissions mettre en œuvre un accompagnement avec les acteurs socio-économiques. Évidemment, les acteurs socio-économiques, ou les acteurs en général, accompagnent les jeunes en leur prodiguant quelques conseils, en leur prodiguant l'expérience nécessaire pour qu'ils puissent continuer dans leur parcours d'insertion. Et aujourd'hui, avec les clubs sur Optimisme, parce que ce sont l'ensemble des clubs sur Optimisme de la Guadeloupe qui signent un partenariat avec la mission locale, nous allons mentorer, voire parrainer 44 jeunes en principe qui devront être accompagnés pour leur insertion sociale et professionnelle. Les Soroptimistes, ce sont des femmes qui dépendent d'une association, d'une ONG qui est à dimension nationale, européenne, internationale et qui œuvront en direction des femmes et des filles. Sachant que cette mission locale a un vivier de jeunes qui ont de grands besoins, c'est tout naturellement que j'ai pensé à associer les autres clubs de Soroptimistes de Guadeloupe à mener cette convention pour accompagner, pour commencer, une trentaine de jeunes filles et de jeunes femmes dans des projets professionnels, voire aussi des projets sociaux.
Donc aujourd'hui, effectivement, je suis contente, puisque c'est vrai qu'avec les difficultés que l'on rencontre pour obtenir un emploi, la mission locale a mis en place ce dispositif. Donc effectivement, ça nous aide à nous insérer professionnellement dans nos domaines respectifs. Donc de là, elle va m'aider avec notamment ses contacts, notamment son expérience, ses compétences, et avec ma motivation et son aide, je pense que ça ira. Ce partenariat qui vient d'être signé entre le club Sport Optimiste et la mission locale est une chance pour ces jeunes. C'est une chance parce que le club a pour mission, enfin se donnera la mission de les accompagner dans leur parcours professionnel. Et vous savez que les jeunes, ils ont besoin de cet accompagnement, ils ont besoin de cette orientation pour pouvoir justement s'épanouir dans leur vie professionnelle. Voilà, il est 13h13 et comme je vous l'ai dit, on va parler lambi, non pas pour manger, mais au contraire comme instrument de musique. Et on reçoit pour ce faire Martial Rancé, qui a été dans le temps un de nos confrères, puisqu'il a été JRI, journaliste reporter d'images dans une chaîne que vous connaissez tous. Et il a sorti il y a 2 ans cet ouvrage, La conquête identitaire. Alors, la conquête, c'est le terme français pour dire Konalambi. Et Konalambi, là, il vit dans ce trombophone, c'est un instrument de musique aujourd'hui. Martial Rancé, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste? On va sur la piste par curiosité. Il y a quelque chose qui vous trouble, qui vous perturbe, que vous n'arrivez pas à comprendre. Je vais parler du son du lambi, l'effet qu'il a sur l'individu, tant au niveau physique, spirituel et même au niveau de son âme. Donc on est interpellé par cet appel parce que c'est un objet résonnant qui a eu une part dans notre histoire. Je parle de l'homme noir dans la Caraïbe, qui a permis de libérer l'homme noir de par sa fonction d'émettre des signaux, de communiquer. Donc aujourd'hui, quand je parle d'aujourd'hui, c'est un livre on va qualifier d'histoire récente. Donc elle s'appuie sur une recherche-action qui a commencé en 2000. Et quand je fais le constat en 2000, ce son-là est encore présent, mais d'une manière latente, il est en voie de disparition. En voie de disparition, vous dites, tous les groupes de carnaval, Nicolas Lambi, là-dedans. J'ai bien dit en 2000. Oui. En 2000. En 2000, d'accord. Okay. Donc en 2000, il y avait peut-être 4-5 groupes qui persistaient, qui tenaient le flambeau, qui jouaient de cet instrument-là, qui ponctuaient la musique comme elle pouvait. Effectivement, résultat des courses, hier, j'ai regardé dans la rue, il y a peut-être plus de 120 groupes en Guadeloupe, tous ont au moins une conque, et j'ai même vu des groupes qui ont des sections sur 3 rangées, et que ce soit jeunes ou vieux, filles... Mais ça vous fait plaisir, j'imagine, quand même, de voir ça. Bien sûr, c'était un peu le but de la manœuvre, d'étudier un objet menacé d'oubli, le proposer à sa population, faire un travail de mémoire, plus qu'un devoir de mémoire, et montrer que notre population réagit comme n'importe quel peuple. Oui. Alors, il faut dire, pour les gens qui ne savent pas, que Konalambi, qu'on a crié, servait d'instrument d'appel d'Ineg Marron pendant longtemps. Ça a été un instrument qui a permettait aux gens, parce qu'il n'y a pas ni micro, pas ni téléphone, pas ni rien, et donc les gens utilisaient la conque de lambi, Konalambi, et aujourd'hui c'est devenu un instrument de musique. Alors comment on est passé de l'un à l'autre, c'est-à-dire comment s'est fait le glissement entre l'instrument d'appel, quelquefois à la révolte, d'appel à toutes sortes de manifestations, et comment vous êtes arrivé à en faire un instrument de musique? D'accord. En faire un instrument de musique, c'est la question. Depuis la nuit des temps, la conque, en tant qu'objet producteur de son, c'est qu'il devient une corne. Quand on lui coupe l'apex, on lui fait une embouchure, il devient une corne. Accompagne l'homme depuis la nuit des temps. Donc il était déjà quand même il avait déjà une fonction plus ou moins musicale. Voilà, le mot est lâché. Parce qu'un instrument de musique, quand on l'étudie, il y a
toute une grille de lecture qu'il faut appliquer. Et il y a une grande grille qui s'appelle les fonctions de l'instrument. Oui. Et sa fonction d'appel, c'est celle qu'on retient le mieux. Oui. Quand on regarde dans toute l'histoire de la Guadeloupe, Père Labat, le tertre, décrivait cet instrument qui servait aux Caraïbes à s'amuser aussi. Déjà aux Caraïbes, hein? Oui. C'est où je remonte par rapport au territoire. Ouais. Ils l'utilisaient comme un instrument de musique pour faire leur fête. Ouais. Ça a été décrit d'une manière plus ou moins laconique, un instrument qui émet un son sourd, jamais valorisé vraiment. Oui, que il n'y a pas à comprendre, donc il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Eh bien, donc, j'ai fait le tour des bibliothèques, des encyclopédies de par le monde. Jamais l'aérophone, enfin, la conque n'est décrite comme un instrument de musique. Et dans les Larousse, dans tous les dictionnaires, le Petit Robert, il est décrit comme un gros mollusque vivant dans la mer des Caraïbes. Sa chair sert à faire un bon fricassé. Oui. Même il sert à faire des camés en Italie, mais jamais il est décrit comme un instrument. Oui. Donc, ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille, dire qu'il y a une réparation à faire là, en termes de identification de l'objet. Et on y arrive. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin. On a étudié l'objet, on a été à l'université et on a mis en place toute une démarche pour vraiment étudier l'objet et pour qu'il soit qualifié ou bien caractérisé comme un instrument de musique. Vous écrivez d'ailleurs beaucoup plus que des bruits, plus que de la simple combinaison de rythme, de mélodie et d'harmonie. Notre musique, toute comme une musique digne de ce nom, agit non seulement sur nos oreilles, mais stimule également notre corps. Donc ça veut dire qu'il y a des notes qui sont vraiment mélodieuses, mais surtout référencées. Oui. Parce que je me rappelle la première fois que je suis monté à l'université, il y a eu beaucoup de réticence à accepter le projet. J'ai compris quand on a mis le premier son qu'il y a eu un super graphe sur l'ordinateur, il y a eu un cri de joie quand c'est vraiment un son qui n'a pas fait un bug, il n'a pas déraillé la machine. Mais M. Zandronis, il faudrait que vous sachiez que c'est un instrument singulier, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on pense maintenant à ouvrir une nouvelle branche dans la classification des instruments internationaux. Oui, bien sûr. Il faut me poser la question, pourquoi? Oui, c'est ça, parce que si on arrive à faire maintenant un groupe musical, interpréter des musiques, c'est pas des sons, c'est des musiques maintenant. Des mélodies. Des mélodies, c'est qu'elles sont instruments de musique. Voilà, mais je vais vous raconter... Avec une gamme. Avant d'arriver à la gamme, le son lui-même, l'instrument lui-même est particulier. Oui. Quand on étudie un instrument de musique, il faut aller chercher sa signature acoustique, son ADN. Ouais. Qu'est-ce qui le caractérise? Les organologues savent reconnaître un instrument frotté, frappé, soufflé. Oui. Eh bien, celui-là, on pouvait le comparer à aucun autre, parce qu'il était particulier. Je vais faire court. On a découvert que c'est un mix de deux types d'instruments. Les instruments avant qui utilisent l'anche des lèvres pour souffler dans une embouchure. Oui. Et en même temps, elle a la signature acoustique d'un instrument sauf sous biseau comme les flûtes à bec ou bien les flûtes traversières. Ouais. C'est un double instrument, pratiquement. Voilà. Ouais. Explication, prenez une conque de lambi, il y a l'embouchure, vous embouchez, mais le début de la spirale, c'est une arête. D'accord. Donc, le mode de production du son est particulier. Tout à fait. Et qui plus est, on ne sait pas si c'est la spirale ou bien le fait que c'est de la matière organique, naturelle, le son en plus présente des arrangements harmoniques vraiment idéaux. Alors qu'on prend la plus belle trompette du monde, quand on fait un do, effectivement, il y a une décroissance dans les harmonies, mais en plus, il y a un arrangement harmonieux qui se fait dans la conque qu'il n'y a pas chez les autres instruments. Donc cela explique peut-être la magie du son et l'effet qu'il a sur nous. Et c'est un son naturel. Voilà. Oui. Donc vous comprenez, on est en présence d'un son non seulement qu'il est conforme, mais qui plus est, il est idéal, il est magique, il est riche. Donc, maintenant, on sait à partir de la grosseur d'une coquille, la note qu'on peut avoir, mais il ne faut pas se tromper, un instrument ne produit pas qu'une seule note. On sait produire plusieurs notes en combinant des actions des lèvres et en mettant la main, parce que
La première indication, c'est un instrument avant. Donc, c'est un tuyau. Oui, oui. Donc, ça correspond à la loi des tuyaux. Donc, plus on veut rendre le son grave, on va prendre une grosse coquille. Et ainsi de suite. Mais ce sera des tonalités. Mais cette même coquille qui a une tonalité de mi, par exemple, on peut, avec la main, changer la longueur du tuyau. D'accord. Et cela vous donne un instrument, selon l'habileté du joueur, on peut aller jusqu'à 2 octaves. En plus, je vais encore vendre ma marchandise, oui, si on peut appeler ça comme... Oui, mais enfin, c'est pas une vente, c'est une explication nécessaire. Franck Nicolas, qui est un des migrants qui s'est approprié l'objet, a édité une méthode cette année. Une méthode. J'allais poser la question, la méthode du strombophone. Mais c'est la méthode de Franck Nicolas sur les gammes guadeloupéennes qu'il propose. D'accord. Mais dans cette série de gammes qu'il propose, il propose une gamme du strombophone, qui a une particularité, c'est juste un glissando, c'est-à-dire une trompette, on doit changer de piston pour faire des notes, alors que celle-là, elle fait des notes en continu, et ça vous donne une certaine latitude, et bien sûr, avec les impératifs de bon instrument, nous avons une liberté de forme, avec la main, la cavité de la bouche, pour faire des sons. Une question, M. Rancé, est-ce que vous ne craignez pas qu'on fabrique des strombophones? C'est-à-dire à partir de la forme de la conque, et aujourd'hui, dans le commerce, d'ici quelque temps, comment ça peut évoluer? Est-ce qu'il faudra nécessairement des conques qui sortirent en là, ou alors est-ce que, parce que j'ai vu qu'il y a des centaines de différentes espèces de conques à lambi, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à fabriquer l'instrument? Est-ce qu'on va arriver à imiter la matière? Ah non, pour la matière... Parce que le timbre, c'est sûr que c'est l'embouchure qui le contient, mais c'est lié à la matière. Maintenant, selon la musique qu'on veut jouer, on va prendre un triton, ou un boursa, ou un lambi, selon la résonance, la vibration, la couleur sonore qu'on veut avoir. Effectivement, c'est possible. On a découvert un mécanisme de circulation des fluides dans une spirale qui peut donner un instrument, mais je vais raconter une anecdote, pas plus. En Afrique, on a beaucoup utilisé les cornes, les sifflets, et il y a des explorateurs qui avaient imaginé un sifflet en une matière plastique, et pour arrêter l'antilope, pour chasser l'antilope, ils sifflaient. Et bien, ils ont remarqué quand ils sifflaient, l'antilope se barrait. Alors que l'instrument fait avec un os d'animal captait exactement comme avec une autre vibration, captait et profitait, comme moi maintenant, je profite de cette captation pour faire de la pédagogie avec les enfants. Et donc, rien ne remplace la matière. Alors, quel est, pour aujourd'hui, vous avez dit qu'il y a un deuxième bouquin en préparation, donc on aura l'occasion de vous revoir. Quelle est aujourd'hui l'actualité de la conque en dehors des souffleries qu'on entend dans le carnaval? J'ai vu dans votre ouvrage qu'il y a des musiciens, vous avez parlé de Franck Nicolas, qui se sont appropriés. Comment la conque s'introduit maintenant dans la musique guadeloupéenne? C'est-à-dire quelle va être sa place? Est-ce qu'elle va remplacer la trompette, ou bien est-ce qu'elle va prendre une place particulière à côté des autres instruments avant, ou va-t-elle évoluer autrement? Verra-t-on un jour un concert de stromophone, par exemple, d'aérophone? Bon, là, on est en train de mettre en place un design sonore pour le paysage sonore. Donc ça veut dire qu'on veut prendre la place de personne. Au contraire, c'est une démarche d'affirmation de soi. Tout à fait. Donc ce sera une proposition pour accompagner les autres instruments, accompagner de petites d'art et créer des pièces spécialement pour l'instrument comme il se fait. Si vous étiez au Memorial Act, nous étions responsables de la musique de l'inauguration avant J'ai entendu.
Et vous avez cru que c'était des trompettes. J'ai pas compris que, justement, j'ai pas saisi parce que j'ai pas vu l'instrumentiste, hein, j'ai entendu le son. Et qu'est-ce que vous avez entendu? Oui, j'ai entendu le son, finalement, qui était un petit peu différent, mais j'ai vrai que dans la foule, j'ai pas... Eh bien, il y avait une quinzaine de conques. Oui. On a travaillé on me l'a dit avec des harmonies. Oui. Gérard Gros était responsable de la musicalité. On a fait avec des Guadeloupéens en l'espace de 3 mois, qui ne fait pas partie de mon groupe. Oui. Et on a montré qu'on était capable de proposer notre propre environnement culturel, de le présenter dans une manifestation majeure. Oui, on a été félicité par le château, hein. Par le haut lieu. Par le haut. Et on ne va pas dire qu'on a eu notre diplôme, on savait que c'était déjà bon. Mais maintenant, on pourra dialoguer au niveau international avec n'importe quel... Vous l'avez raté, mais on vient de recevoir le responsable de l'ONDA, qui est un organisme de diffusion de l'art vivant, des spectacles vivants, et qui est ici en Guadeloupe pour repérer un petit peu ce qui se fait au niveau musical. Il a été à un concert, bon, il a vu Vukoum, il va voir Akio, il a vu La Viso, mais il faut rencontrer. Monsieur Adrien Chiquet, il a fait beaucoup de communication, mais on se rend compte qu'il est très difficile de proposer un produit qui n'est pas commercial, qui répond à plus une recherche, à une identité. Mais là, maintenant... Maintenant, le livre est fait pour ça. Oui. Si vous avez son adresse, vous lui envoyez l'exemplaire que vous avez. Mais il est en Guadeloupe, ce serait bien de le rencontrer. J'ai trouvé un ambassadeur en votre personne. D'accord. Je vous remercie en tout cas, monsieur Rancé, d'être venu nous donner cette première démonstration de la quête identitaire du conque, de la conque, pardon, qu'on a l'ambi, qu'on a crié. C'est un instrument de musique pour les gens qui passent, et il passe bien qui pour qui vous comme et les autres groupes, la clé, etc. C'est aussi un instrument capable de faire des harmonies, des mélodies. Monsieur Rancé vient de le dire, et ça ne fait que commencer. Exactement. Oui. Et ce livre, on peut le trouver dans tout le circuit de distribution il faut l'avoir, hein, Nestor Édition, qui me permet justement de faire œuvre de mémoire, de conservation, et je le remercie, et Canal 10 aussi de me permettre de m'exprimer. Alors, c'est la quête identitaire chez l'édition Nestor, mais c'est aussi la carte d'identité de Marcel Rancé désormais pour la conque de l'ambi, qu'on a l'ambi là, qu'on a crié, et le strombophone. Et c'est très bien expliqué dans cet ouvrage qu'il faut lire, comprendre, et puis on sait, vous êtes à disposition. Vous pouvez joindre vous quand même, un petit numéro de téléphone. Il va changer, c'est pas grave. 75, quand même. 76, 35, 76. 76 35 76, Martial Rancé. Et si vous avez raté l'émission, www.zcl.tv, ce sera pour la suite. Merci en tout cas, Martial Rancé, d'être venu nous expliquer un peu une petite démonstration rapide sur la conque quête identitaire, qu'on a l'ambi, le strombophone. Et puis, nous espérons que nous disent que nous pouvons écouter. On a bien envie d'écouter nous Domidero jouer en concalambi. Quand vous voulez. Quand vous voulez. Merci. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Il est 13h30. On prend une pause publicitaire. On reçoit après le docteur Velaudon et ensuite Eddy Chateaubon pour Nation Nègre Marron. Nous pourrons sortir dans le carnaval là. Mais là, on va prendre une pause et puis on va se retrouver pour la santé et puis après on continue. Merci. « 13h33 dans le ZCL sans GC aujourd'hui. Nous sommes avec le docteur Velaudon, c'est Frizzline de son prénom. Et comme prévu, tous les 15 jours, on fait une petite rubrique santé sur les questions de diabète. La semaine dernière, il y a 15 jours, nous avions parlé déjà, commencé à aborder la question de la grossesse et du diabète, puisque vous savez que, bon, on le sait, des femmes qui souffrent du diabète, mais ça n'empêche pas la procréation. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons voulu aborder avec le docteur cette question du diabète. Alors, quelles sont les causes et conséquences de ce diabète pour la femme enceinte? Alors,
Tout d'abord, il faut bien distinguer la grossesse qui survient chez quelqu'un de diabétique connu. Et donc, la cause, c'est la cause du diabète dont on a parlé lors des chroniques précédentes. Et les conséquences chez une femme diabétique qui tombe enceinte. Alors, je rappelle que le diabète n'est pas une contre-indication, comme vous venez de le dire, à la grossesse. On peut mener une grossesse. On peut être diabétique et choisir de... Tout à fait. Et c'est justement ce qui est très, très important, c'est de programmer cette grossesse. Parce qu'une patiente diabétique qui a un diabète très, très mal équilibré et qui va concevoir en période de déséquilibre de son diabète, c'est là qu'il y a des conséquences qui peuvent être létales, donc mortelles pour le bébé. Puisque je rappelle que vous savez que les organes, le fœtus, quand il se développe, il va développer ses tissus, ses organes, les 6 à 7 premières semaines après la conception. Et donc, si ce développement des organes est réalisé en pleine période de glucotoxicité, c'est-à-dire des taux de sucre très élevés, donc toxiques pour le bébé, il y a un risque de malformation du fœtus et un risque même de mort fétale. Et donc, ces patients ont plus facilement, je vais dire, des fausses couches spontanées. Donc, il faut programmer cette grossesse chez le diabétique. Alors, dès qu'on a pris l'engagement d'être enceinte pour une femme, on sait qu'on est diabétique, quel est le rôle du médecin accompagnateur qui suit la patiente? Alors la prise en charge, elle est multidisciplinaire. Le médecin généraliste, le médecin de famille a toute sa place puisque c'est lui qui va doser l'hémoglobine glyquée, ce fameux marqueur dont on a parlé et qui permet de savoir si le diabète est bien équilibré et qui contacte donc le diabétologue et aussi le gynéco-obstétricien une fois que le diagnostic de diabète de grossesse est fait, parce que dès le début, à partir du moment où on sait qu'il y a une grossesse, il faut absolument équilibrer le diabète. Je rappelle aussi que la diabétique de type 2, qui par définition, le diabète de type 2 est le diabète le plus fréquent, a souvent un traitement par comprimé. Et je rappelle aux femmes qui sont diabétiques de type 2 que les comprimés sont contre-indiqués pendant la grossesse. Donc c'est l'insuline. Et voilà, il faut passer à l'insuline et il faut une prise en charge spécialisée, ce qui n'est pas le cas chez la femme qui a un diabète de type 1, par définition insulinodépendant. Alors, vous parlez de diabète gestationnel. Qu'est-ce que c'est exactement ? Le diabète gestationnel, c'est tout à fait différent. Ce sont des femmes qui ne sont pas diabétiques connues et par contre, elles ont souvent des facteurs de risque de développer un diabète en cours de grossesse. Donc le diabète gestationnel, c'est un diabète qui est diagnostiqué à partir du 6e mois de grossesse. C'est ce qu'on appelle la 24e semaine d'aménorrhée. Et ce diagnostic... Vous dites aménorrhée, pour les gens qui ne savent pas, c'est... Alors l'aménorrhée, c'est l'absence de grossesse. C'est-à-dire que quand une femme n'a plus de règles, l'absence de règles. Donc quand une femme n'a plus ses règles, donc c'est là qu'elle va faire un dépistage pour savoir si elle est enceinte. Et on va estimer l'âge de la grossesse en comptant, nous médecins, en semaines d'aménorrhée, donc les semaines où il n'y a plus de règles. Entre 24 et 28 semaines, c'est ça? Voilà, entre 24 et 28 semaines, on fait un test de dépistage, qui est un test au sucre, où on fait avaler 75 grammes de glucose. Et on va faire des prises de sang. Donc on fait une prise de sang avant la prise du sucre, à 1 heure et à 2 heures, et on regarde le taux de sucre. Et si vous avez sur les 3 temps une seule anomalie de ce taux de sucre, il y a un diabète gestationnel et il faut absolument que les femmes consultent un spécialiste. Alors c'est très important, j'insiste beaucoup. Les femmes font souvent le test et elles oublient d'aller récupérer le résultat, et on a parfois des demandes de prise en charge tardive. Avec un résultat de ce test 2 mois après, et ça c'est vraiment très important. Particulièrement. On fait un examen en cours de grossesse, on récupère le résultat et on voit tout de suite son gynéco-obstétricien qui va vous orienter ou non en fonction des résultats vers le diabétologue. Alors juste une question à laquelle je vous demande de répondre. Est-ce que ce diabète qui touche la femme enceinte est caractérisé par un âge particulier? Je veux dire, est-ce qu'une jeune femme peut être aussi bien qu'une femme de 40 ans touchée par cette maladie? Alors c'est une très bonne question parce que le diabète gestationnel, on connaît maintenant les facteurs de risque, c'est-à-dire des variables, des petits arguments pour dire qu'une femme va
plutôt faire un diabète gestationnel. Donc, parmi ces critères, il y a effectivement l'âge. Les femmes qui ont plus de 35 ans ont un risque plus élevé de faire un diabète gestationnel, mais il n'y a pas que l'âge. Il y a aussi les antécédents familiaux de diabète, donc la présence d'un diabète dans la famille, au premier degré, le père, la mère, l'obésité, le surpoids, quel que soit l'âge, et les antécédents également de diabète gestationnel. Donc, quelqu'un qui a déjà fait un diabète gestationnel ou qui a un bébé de gros poids a un risque plus élevé de refaire un diabète gestationnel. Donc, il n'y a pas que l'âge, il y a tous ces critères qui vont permettre de dire si telle ou telle patiente est plus à risque de faire un diabète gestationnel. Et dans le cas, vous m'avez dit dans des émissions précédentes que le diabète est une maladie silencieuse qui peut être mortelle. Dans le cas de la grossesse et le diabète, c'est particulièrement le bébé, enfin le fœtus qui est exposé, ou la mère et le fœtus? Alors, avant de répondre à cette question, je rappelle que le diabète est mortel que lorsqu'il y a des complications aiguës, c'est-à-dire un diabète très mal équilibré et qui va évoluer très rapidement, et là, il y aura des complications aiguës. Donc, c'est ce qui est mortel. Donc, un diabétique qui est bien équilibré, bien soigné, il n'y a pas de raison. Voilà. La mortalité n'est pas supérieure à la population normale, si tout va bien. Alors, chez la femme diabétique qui tombe enceinte, comme je viens de vous le dire, lorsque le bébé est conçu en période de glucotoxicité, donc diabète très déséquilibré, vous imaginez le sucre en fait qui est très élevé chez la maman va passer le placenta et va aller directement au fœtus qui est enfermé dans l'unité de sa maman, l'utérus, et ne peut pas se défendre parce que lui ne produit pas encore d'insuline. Et l'insuline qu'on donne à la maman, qu'on va administrer, ne passe pas le placenta. Donc le bébé peut rester dans cet univers hyperglycémiant qui est délétère et qui peut être létal. Donc c'est là le risque. Après, en cas de diabète gestationnel, il faut savoir que 30% à peu près des femmes, donc sur 100 femmes qui vont faire un diabète gestationnel, en fait, il y en a une trentaine qui sont réellement diabétiques et donc qui avaient déjà un taux de sucre élevé avant, avec, là encore, lors de la conception, un univers un peu hyperglycémiant et létal pour le bébé. Donc c'est pour ça qu'on a parfois des surprises avec des fausses couches précoces ou alors des grossesses qui se terminent très mal. Donc on a mis en place une prise en charge multidisciplinaire qui est très importante et qui doit être cadrée, c'est-à-dire que la femme qui présente un diabète gestationnel, du moment où on la suit, la surveillance elle est régulière jusqu'à l'accouchement. Il faut vraiment que ça soit régulier, répété jusqu'à l'accouchement. On n'en parle pas, mais je vous pose quand même la question incidente. Le père diabétique, ça n'a aucune influence sur la mère qui ne serait pas ou qui le serait en même temps. Je veux dire, on peut trouver un couple où le père et la mère sont diabétiques. Est-ce que ça augmente le risque, ou alors est-ce que... Alors, le risque de diabète pour l'enfant ou le risque de complications? Pour l'enfant ou des complications, si le père et si le couple est diabétique. Alors, il n'a pas été mis en évidence... Donc pour la première partie de votre question, par des études, que si le père seul est diabétique, il y a un risque particulier pour l'enfant, pour le père uniquement. Alors par contre, c'est un petit peu différent chez les parents qui présentent un diabète de type 2. On sait que l'enfant adulte, plus tard, a un risque supplémentaire de développer un diabète. C'est presque héréditaire. C'est familial avec une composante héréditaire. On en avait un petit peu parlé, voilà, des subtilités un peu de gènes et de prédisposition familiale. Il y a des facteurs de risque qui sont bien connus, qui sont identifiés, et c'est sûr que dans une famille, quand il y a le père et la mère de diabétiques, si les enfants n'ont pas un mode de vie et un environnement équilibré, qu'ils deviennent obèses, qu'il y a effectivement des polymorphismes génétiques, on en avait aussi parlé, qui le prédisposent, cet enfant doit être surveillé. Et de toute façon, dans notre population, ce qui est recommandé, je vous le rappelle, c'est qu'à partir de 45 ans, tout individu doit avoir une glycémie veineuse à jeun par son médecin traitant. Et puis, c'est quelque chose qui est recommandé tous les 3 ans dans certaines populations. Dans notre population, on a tendance à le recommander quand même de façon annuelle. D'où ces journées de diabétologie que vous organisez, votre association. Voilà, il faut que les messages soient répétés. Alors, avant de conclure, il faut quand même rappeler donc, que le diabète de type 2 pour la femme de grossesse ne se traite pas par des comprimés, mais par l'insuline particulièrement. Et c'est important de le dire. Et donc, là, on arrive à la conclusion, la prise en charge doit être immédiate.
La prise en charge, elle doit être immédiate pour préparer non seulement toute la grossesse, mais aussi l'accouchement. Puisque il y a parfois des femmes diabétiques de type 2 qui sont extraordinaires parce qu'elles mettent en place elles-mêmes une alimentation comme celle qui est recommandée. Elles font même un peu d'activité physique pour retarder au plus que possible la mise en place de l'insuline. Donc nous, on les accompagne pendant la grossesse. L'idée, c'est que pendant la grossesse, il n'y ait pas d'épisode pour la maman de problèmes aigus liés à l'hyperglycémie, mais aussi lors de l'accouchement. Parce que je rappelle que du fait d'une sécrétion d'insuline un petit peu plus importante due à des hormones que libère le placenta, les bébés auront tendance à être un petit peu plus gros, et donc il peut y avoir une augmentation du risque de césarienne chez ces femmes. Il peut aussi avoir des gros bébés donc, qui ne passent pas la filière normale, donc elles ne peuvent pas accoucher normalement. Il peut y avoir des complications mécaniques. Donc c'est tout cela qu'il faut éviter. C'est pour ça que je dis que la prise en charge, c'est dès le diagnostic, mais jusqu'à l'accouchement, jusqu'à ce que le bébé soit expulsé, puisque le diabète gestationnel, je tiens à le dire, en devançant peut-être votre question, le diabète gestationnel, en fait, en principe, il disparaît, entre guillemets, pour employer un terme simple, une fois que l'expulsion fétale a été faite, une fois que la maman a accouché, en sachant que de façon très importante, ce n'est pas terminé, puisque les mamans doivent être surveillées, avec notamment ce fameux test de stimulation au sucre, qui doit être répété dans les 3 à 6 mois après l'accouchement. Tout simplement parce que plusieurs études ont montré que 50% des femmes qui font un diabète gestationnel deviennent réellement diabétiques dans les 10 ans après l'accouchement. Donc, quand on a des populations à risque, comme c'est le cas aux Antilles, il faut absolument savoir qu'une fois qu'elles ont accouché, il faut, après 3 à 6 mois, refaire ce test et mettre en place une surveillance annuelle avec une surveillance de la glycémie veineuse. Docteur, puisque nous sommes en période de carnaval, on va revenir sur des choses que vous avez déjà dites, mais c'est jamais trop de les répéter. Nous sommes, bien sûr, pour les 2 ou 3 jours qui restent en carnaval, les gens qui sont diabétiques et même ceux qui ne le sont pas encore, qu'est-ce qu'ils doivent éviter de consommer trop ? Alors, la période du carnaval, elle est très intéressante parce que ça fait bouger. Donc, moi, j'ai beaucoup de patients diabétiques. Ceux qui sont en mouvement. Qui sont en mouvement, et puis même ceux qui regardent, parce qu'il faut se déplacer, il faut garer la voiture un peu plus loin pour marcher. Donc, tout ce qui fait bouger, je ne peux que le recommander. Et puis après, beaucoup s'hydrater. S'hydrater avec de l'eau et pas éviter les boissons gazeuses, sucrées, la bière, enfin voilà, tout ce qui est trop riche en sucre et en graisse. Les beignets de carnaval. Alors, les beignets de carnaval, on ne peut pas les interdire formellement parce que moi, je suis dans l'attitude où il faut autoriser un minimum, modérément. Avec modération. Exactement. On avait parlé de la balance, vous savez, concernant l'équilibre alimentaire. Donc, quelqu'un qui va vouloir consommer des beignets, il va falloir qu'il s'hydrate plus, qu'il se dépense plus, mais évidemment avec une quantité toujours mesurée. C'est important. Pour les bouquites. Alors les bouquites, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Malheureusement, c'est trop gras, trop sucré, trop riche en sucre, et donc à éviter. D'accord. Bien, écoutez, je vous remercie, docteur, d'être venu en pré-carnaval nous donner ces quelques conseils. Puisque nous sommes dans le carnaval, on enchaîne tout de suite avec Missette et Monsieur, puisque c'est une crèche et son reportage de Maxime Morel. Vous allez découvrir tout de suite. C'est l'élection de la Missette et du Mister Carnaval 2016 intercrèche. Donc il y a 2 crèches qui se présentent, la mini-crèche des Francas, bien sûr, et le jardin des puces que nous avons invité. Ça fait déjà 13 ans que je travaille au Francas et mon but c'était de réunir des crèches. Mais comment réunir des crèches? Il fallait une manifestation. Donc j'ai pensé au carnaval, puisque normalement Noël c'est en famille. Donc le carnaval c'est ouvert à tout le monde, c'est pour la société. Donc on s'est dit pourquoi pas cette année, puisque l'année dernière nous avons fait une élection, mais dans notre crèche. Là on a ouvert un petit peu à tout le monde. L'enfant de la mer. Un tonnerre d'applaudissements pour l'enfant de la mer, s'il vous plaît. Qui invite les autres avec équipaille, avec on en tout, furé embarqué avec. J'ai trouvé très, très intéressant cette initiative, surtout quand on voit ce que les parents et les crèches, les tatis des crèches ont réalisé. Oui, c'est une très belle expérience et c'est la relève de demain pour les crèches. Donc, pour les critères, il y a l'originalité et l'harmonie des couleurs,
l'évolution, le sourire et l'effet d'ensemble que ça a donné. Je crois que ça sera serré. Ça sera pas évident parce que déjà, bon, je pense que pour les petits comme ça, bon, c'est pas spontané à leur niveau. Donc, il a fallu vraiment les motiver, les amener à vouloir se déplacer. J'ai pu quand même voir qu'il y avait des personnalités qui étaient quand même plus à l'aise que d'autres. Hein. On voit les enfants habitués à bouger. Et puis, il y en a, il faut plus de temps parce qu'il y en a qui ont été réticents au début. Et puis après ça, ils ne voulaient plus quitter la scène. Donc, je crois que bon, ça fait beaucoup de choses à devoir tenir compte que le jury n'aura pas. Mais si, moi, je crois qu'ils méritent tous un 10. Oui, bien sûr, c'est du plaisir de faire quelque chose en famille. Et bon, ben, c'est surtout qu'elle puisse prendre du plaisir, hein, c'est l'essentiel. Qu'on puisse s'amuser, passer un bon moment. Papa a soutenu. Papa a soutenu, c'est maman qui était en premier lieu. Et papa était derrière pour aider maman, pour tenir un costume, couper, donner un coup de ciseau de temps en temps. Merci. Comme tous les parents qui étaient là, très fiers. Et puis voilà, l'essentiel, c'est qu'elle se soit amusée. Tu t'es amusée? Oui. C'était bien? Oui. Voilà, il est 13h50 dans le ZCL de ce lundi lundi à Carnaval, pas oublier mardi, mercredi, quand Carnaval encore, et si vous êtes de Basse-Terre, au Souela, c'est qu'à Basse-Terre, et en même temps à Saint-François, donc Carnaval Kaoulé. Sinon, on revient sur le journal avant de recevoir Eddie Chatoubon du groupe Nation Nègre-Marron, Midi Sayo, ils viennent sortir, enfin il y a quelques semaines quand même, et on va parler avec Eddie. Mais là, tout de suite, une question qui se pose aujourd'hui. Les combats de coqs, vous êtes pour ou contre? Vous savez qu'il y a une législation qui dit qu'elles sont mal, c'est misère, quoi, fait ces bêtes-là vraies, que les coqs se font du mal, que c'est... Bon, il y a des endroits même qu'on a cherché à interdire les combats de coqs. Qu'en pensez-vous? C'est le micro-trottoir et c'est encore Maxime Morel. Mais faire battre des animaux comme ça pour verser le sang, c'est pas grave, c'est un jeu et puis c'est une culture. Mais pour moi, de mon avis, je ne suis pas trop d'accord. Trop de tradition. C'est comme le triado, on ne pourra pas empêcher ça non plus. Je suis contre. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous déplaît dans cette tradition? C'est-à-dire, pour faire les bêtes s'entretuer comme ça, je n'aime pas trop. Je n'aime pas. Je pense qu'il faut la maintenir déjà. Pourquoi? Parce que ça fait partie des traditions, ça fait partie de nos habitudes. Et je pense que ce n'est pas forcément... C'est vrai que pour certains, ça paraît être faire des animaux s'entretuer, que ça peut paraître sanguinaire, mais ça fait partie des traditions. Ah ben, c'est une bonne tradition. Bon ben, je sais pas, c'est quelque chose depuis des temps et des temps, depuis plus de 100 ans. Donc il n'y a pas de problème à ça. Nous ne sommes pas le seul pays non plus hein, à pratiquer ce genre de sport. Bof, c'est une tradition. On peut rien faire, il faut les laisser comme ça. Mais bon, j'avoue que c'est un peu un désavantage pour les animaux parce qu'ils souffrent. Mais bon, que voulez-vous? C'est une tradition, il faut la respecter. C'est ce qui reste de notre patrimoine de la Guadeloupe. Donc il faut laisser quoi. Voilà. Je n'ai rien contre les gens qui font les combats de coq, je ne le fais pas. Mais c'est un amusement comme tant d'autres. Parce que les gens qui montent sur les bourrins, là, à Vincennes, à machin, ils ne demandent pas aux bourrins s'ils veulent courir ou pas. C'est pas demain donc qu'on va interdire les combats de coq dans notre pays. Alors je vous ai dit, nous sommes en plein carnaval et c'est la raison pour laquelle on avait invité aujourd'hui Nation Nègre-Marron. On a Eddie Chatoubon qui est le président de cette association créée en 2003, 12 ans, 13 ans à peu près, son jeune association à Masse. Eddie Chatoubon, bonjour. Bonjour. Nation Nègre-Marron, c'est qui Masse sont fait? Mais justement, nous ne sommes pas une association à Masse, nous sommes une association culturelle. Un mouvement culturel. Oui, oui, et nous avons fait Masse. Ouais. C'est-à-dire que nous avons fait plusieurs autres actions culturelles. Entre autres. Ben, nous avons fait sortie normale, nous avons fait débat, nous avons fait manger, nous avons fait l'autre activité toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Donc, exactement, parce que si vous avez nous, il n'y a pas ailleurs. Ouais. Alors c'est justement parce que si même passé une cas où souvent confrère en mascaclé, quasi nous que côté yo discipline très bandé, côté les autres est-ce que Nation Nègre-Marron n'importe qui monde gagne rentrer en bidon en masse là? Non, n'importe qui monde peut rentrer en Nation Nègre-Marron, mais pas n'importe gens.
Pas n'importe gens. Non, pas n'importe gens. Les défilés, est-ce qu'on peut rentrer en masse là? Pas n'importe gens non plus. Ça encadré. Ça veut dire que sous pas ni linge là, c'est sous pas ni thématique là nous qu'on fait là, sous pas ni un bon esprit non plus pour nous, nous peut pas rentrer comme ça et déranger l'organisation. Ok, comme ça va faire tout côté. Il ne peut pas rentrer n'importe gens, n'importe qui. Parce que question là qu'a posé quand il y a de plus en plus, c'est question de la sécurité, vous savez ça? Mais bien sûr, c'est important déjà la nation a organisé de façon qu'en interne, nous avons des parties sécurité qui ont occupé d'encadrer masse là. Il y a une commission sécurité, une commission déboulée qui est là pour sécuriser masse là. Et c'est vrai que tout à l'entour masse là, nous pas à l'abri de ça il peut passer. Donc qui est en matière de voitures, qui est en matière de monde, donc ni des monde qui là. Des bicyclettes et mobilettes pas en masse là. Non. Ça pas arrange les autres. Ça pas nous pas gentil ni ça avec nous. Non mais pas autres mais capable à donner. Mais nous moins voyons, c'est vrai. C'est vrai que nous avons une amélioration qui fait ça, mais c'est vrai qu'il faut nous veiller actifs à tous ces habitants dans sa cabine de l'extérieur pour pouvoir déranger ces gens qui ont déboulé là. Alors, on peut écouter de cela. Alors, quand il fait une appréciation générale, on le monde a dit, là, les groupes à masse. Qu'on autres, ils sont pas tout seuls, ils ont un paquet. Toute musique là, qu'on fait là, c'est du Akio. Est-ce que pour trace, nous peut dire ça, et moi que vous dites cela, qui peut dire ça après. Eh bien, si vous n'avez dit ça là, c'est que vous ne pas connaître. C'est vrai que Akio, c'est précurseur là, il a dit, c'est qui commençait Saint-Jean. Et c'est grâce à Akio, c'est tout le mouvement qui est actuellement là, nous quoi crier. Là, c'est vrai, nous pouvons cracher à ça. Sauf que ce n'est pas du Akio. C'est comme si nous te dit que tout zouk qu'a fait actuellement là, c'est du Kassav. Donc, il faut arrêter. Le monde de Gaïssi fait du Kassav. Voilà. Oui, mais quand c'est fait qui ça qui bon, on empêche. Oui. Alors après, si ça qui fait, et ben ça là, c'est qu'il était bon, et qu'il est bon toujours. Parce qu'au départ, alors vous avez défini comme Saint-Jean ou bien comme Akio au niveau musique? Ah, nous c'est Saint-Jean, nous pas Akio, nous c'est Saint-Jean. Nous quoi faire c'est Saint-Jean. Nous pas chercher un sous là même. Exactement. Nous c'est Saint-Jean. Et d'ailleurs Saint-Jean c'est une histoire de famille avec nous puisqu'à cause de nous ni petit-fils de Saint-Jean qui oui, c'est Jérôme Bernardin qui petit-fils à Saint-Jean. Il a porté tradition là? Oui, là, ils sont fer de lance à l'association là. Alors, nous deuxième idée c'est que nous on fondateur, un des fondateurs Akio, musicien Akio, Michel Allé, voyons Fosbaï, c'est beaucoup moins qu'a porté à la nation. Mais Michel a une très grande expérience en termes d'association, en termes de carnaval, en termes de culturel. C'est vraiment son beau qui nous oblige à appuyer ici. Et moi, en tant que jeune de président, moi on a un devoir à chaque fois d'aller vers Michel pour demander vision par rapport à un certain nombre d'habitants culturels qu'a fait en Guadeloupe. Ils sont beaucoup qui viennent avec expérience. Tout le monde dit que Michel ça, Michel si, Michel ça, bon. Si Michel vous font un livre. Ah ben oui, Michel veut faire un livre, mais lui il fait un livre pour ça d'ici aussi. Mais non, Michel Sombo qui connaît ses évlés, il connaît ses cafés, et puis qui porté en l'eau. Ils sont monde qui aime bailler ça connaître. C'est tout ça qui est important. C'est qu'il pas regarder, il aime transmettre culturellement ça et connaître. Donc ça très très bon pour nous. Alors nous notre débat dans musique à masse là, c'est question à les break. Pas dire ces jeunes là avant ils même commencé à jouer tambour là, c'est ils veulent breaker. Est-ce que côté les autres à nation j'ai un problème là ça? Non, ça c'est tout le monde ça se fait là c'est de la guillaume de rentrer dans des ça dans trans ça ou quoi faire des breaks. Mais c'est vrai que nous essayer de cadrer les choses pour que par exemple finalement la musique là peut rester agréable à l'oreille. Parce qu'il ne s'agit pas de faire à tout bout de champ, mais ça de faire au bon moment et chaque instrument qui a fait break à bon. Alors qui instrument zone en dehors de ces basses à tambour là, enfin ces tambour là et basses là, etc. Ben nous ni du traditionnel, nous ni guitare, nous ni flûte, nous ni saxophone, voilà quoi. D'autres instruments de percussion que nous pas qu'à utiliser dans la rue et qu'il a aussi à. Nation si on va tromper moi autant voyagé pas longtemps à l'étranger. Eh bien nous étions à Antigua. Nous avons représenté Guadeloupe au carnaval d'Antigua. Avant ça nous étions partis Saint-Malo, nous étions partis Paris. Là nous avons aussi d'autres mouvements aussi. Qui ça passé là dans des pays étrangers où là on n'a pas connaître tradition à masse là. Ah ben écoute par rapport à Antigua un peu une belle expérience parce que nous étions invités officiellement par le gouvernement. Donc nous avons un accueil gouvernemental un peu dit et que c'est vrai que si on n'a pas habitué avec style musical à nous et que si on a l'air de passer du temps en l'air. Du temps en l'air, nous mettre les moyens aussi pour que nous bien représenter Guadeloupe en termes de vêtements, en termes de musique aussi. Et si on a apprécié ça énormément. Et il y a justement de nous des rêves. D'accord. Alors, si vous prenez en cours, je vous signale que je suis avec Eddy Chateaubon, qui est le président de Nation Nègre Marron, qui est un groupe, l'un des groupes
de carnaval, un groupe de masse, mais un mouvement culturel aussi guadeloupéen qui compte. Et donc, c'est un groupe, je parle français parce que ni mon emballage. Oui, mais quand on comprend français aussi. Vous comprenez ça. Et en poser une question là, je vais poser la question en français. Vous êtes allé en France, comment les non-guadeloupéens, les non-antillais accueillent ce type de... parce que quand on va en Antigua, on est encore dans la sphère caribéenne. Quand vous allez en Europe, comment ça se passe? Mais je dois dire que les Européens sont plus proches, on va dire quand même, ont déjà vu notre musique. Oui. Tandis qu'en Antigua, non, parce qu'ils sont très ancrés dans leur musique, soca, les trucs ils sont très soca, voilà quoi. Donc ils ont moins ça. Ouais. Mais les Européens, parce qu'ils voyagent, ils viennent à Guadeloupe, ils voient. Mais c'est vrai que ces Européens-là ont très bien accueilli notre musique pendant tout le trajet. Je parle du Carnaval de Paris, je parle même aussi de Saint-Malo, parce qu'on a fait le départ de la route du Rhum. Au départ de la route du Rhum, les gens ont apprécié. On a joué devant globalement au moins 100 000 personnes, puisque puisque le départ de la route du Rhum pendant une semaine. Voilà, c'est le départ de la route du Rhum. Et on a joué jusqu'au dernier jour. Le départ, donc c'était quelque chose d'immense où les gens, entre l'émerveillement des bateaux et la musique, les gens étaient aux anges. D'accord. Et nous aussi, on était aux anges parce que ça nous faisait une expérience qu'on n'avait jamais vécue. Déjà, vous êtes jeune quand même, plus jeune que moi. Oui, relativement. Oui, ça se voit. et donc, je pose la question pour la tradition, mais pour le renouvellement au niveau de votre groupe National Marron. Est-ce que vous avez des jeunes déjà? La transmission commence déjà, des ateliers. Comment ça se passe en dehors du carnaval? Eh bien, justement, il fallait venir aussi au carnaval des enfants qu'on a eu samedi. On verra tout à l'heure. On voit aussi qu'il y avait déjà cette relève qui est déjà là. C'est les jeunes qui sont déjà au diapason pour soulever le challenge. Effectivement, pour nous aussi, pour ceux qui sont bientôt dans l'immédiat qui vont venir, on a des ateliers, on a une commission jeune qui s'occupe des affaires de jeunes. On monte des ateliers pour les jeunes et pour qu'ils soient encadrés par des jeunes. En termes de musique, en termes d'instruments, en termes de chansons, tout ce qu'on peut trouver pour les jeunes. Alors, dernière question, puisque nous en masse là, lundi, mardi, des rendez-vous. Déjà, au soir là, nous qui la pointe, dans des boulets traditionnels. À minuit? Non, 8h, nous sommes partis à 8h, Massal en mort. Demain, nous qui à Bastet pour le début du carnaval. Mais la fin, c'est. Oui, nous qui allons, puisque nous toujours allons, généralement. Nous toujours allons. Nous qui commençons à aller, parce que c'est nous qui avons fait le carnaval là, à Bastet. Et après, côté 17h30, 18h, certainement, nous qui venons souhaiter à d'un fief en nous qui la pointe. Ok. Merci, Eddie Châteaubon, d'être venu parler de votre groupe National Marron. Et puis, si vous avez prévoyez, c'est dit ça sorti. Il est 14h, nous pratiquement débordés, mais on va essayer de finir avec quelques images du carnaval pour les enfants, pour tout le monde. Et c'est le ZCL qui se termine. Rendez-vous pas demain, puisque moi, quand je suis là aussi, mercredi aussi. Donc, rendez-vous jeudi ici même dans le ZCL. Merci d'être avec nous en Guadeloupe, en Martinique et en France. Et puis, si vous avez raté, www.zcl.tv, tout est enregistré et c'est en replay. Il finit. C'est le carnaval des tout-petits, qu'on a nommé carnaval à tout-petits. C'est pour des enfants de 3 mois à 6 ans. Et ce sont des structures privées, des crèches privées et aussi municipaux. C'est la 5e édition. Donc là, mais cette fois, ça a été vraiment bien. Pourtant, on s'est quand même pris un petit peu tard par rapport aux élections, mais ils ont assuré, c'était vraiment super, c'était bon. Les crèches viennent, nous ne donnons pas de thème pour avoir beaucoup de couleurs. Donc ils viennent, ils s'habillent, parce que nous avons des crèches, mais nous avons aussi des maisons d'assistantes maternelles, des assistantes maternelles. Nous avons, c'est la petite enfance de la ville des Abîmes qui se rencontre. Donc c'est vraiment une rencontre avec eux. Donc ils sont ensemble ce jour-là, ils défilent ensemble au lieu de défiler chacune dans leur coin. Et donc nous avons des sponsors comme le conseil départemental qui nous offre le goûter. Nous avons Lovely aussi qui nous offre le goûter, la pâtisserie Lovely. Enfin, nous avons des sponsors. Donc à ce moment-là, nous faisons avec le sponsor, avec la ville, avec le député maire de la ville des Abîmes. Et nous faisons une fête, une grande fête. Donc les enfants s'amusent et les parents sont encore plus contents puisqu'ils ont amusé plus que cette semaine-là.